Alors, mesdames et messieurs, au nom de l'Institut français du Luxembourg et aussi de l'ambassade de France, je vous remercie de votre présence. Alors, vous allez assister à une conférence offerte par Madame Siem Amer Aya sur un thème d'actualité, les applications sur le web social, défis et opportunités. Alors, cette conférence met l'accent sur les principales interrogations que nous pouvons nous poser sur les données et les avis émis en tant qu'internautes utilisateurs du web social. Le web social, ce sont les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes d'échange de photos, de vidéos, qui aujourd'hui, vous l'avez entendu ce matin, à leurs dépens font l'actualité. Sur Internet, nous dévoilons notre vie, nos goûts, nos habitudes, nos loisirs, nos sentiments. Tous les pans de notre intimité, nous les publions volontairement, parfois inconsciemment, sur des sites internet qui ensuite les utilisent, et notamment à des fins commerciales. Mais il y a une question fondamentale, sommes-nous réellement conscients des enjeux de l'exploitation commerciale de nos données personnelles? Que deviennent nos opinions, nos commentaires, nos coups de cœur sur un restaurant, nos coups de gueule sur un hôtel, un film posté sur la toile? Quelle importance on doit accorder à ces gestes quotidiens, souvent spontanés? Également, une autre question plus technique, quelle est la valeur ajoutée du traitement de ces données pour le citoyen internaute? Existe-t-il un cadre légal de protection? Du côté des entreprises, quels bénéfices en retirent les entreprises? À quels risques éthiques les entreprises sont-elles confrontées? Et enfin, une question fondamentale sur laquelle le gouvernement français s'est penché, existe-t-il un droit à l'oubli numérique qui, rappelez-vous, a donné donc lieu à la signature d'une charte sur le numérique. Alors, brillante informaticienne, Madame Siem Amer Aya a connu une belle carrière à l'international avant de rejoindre le CNRS en tant que directrice de recherche au laboratoire d'informatique de Grenoble en décembre 2011. Docteur en informatique de l'université Paris-Sud et de l'INRIA, elle a commencé sa carrière à New York, au sein de la compagnie américaine AT&T, avant de rejoindre le Yahoo Labs en 2006 en tant que chercheuse senior. Hier, elle était au Brésil, demain, elle part en Inde et aujourd'hui, elle est à Luxembourg. Elle étudie aujourd'hui les nouvelles manières de connecter les énormes quantités de données produites par les utilisateurs. En 2011, avant d'intégrer le CNRS, elle a effectué un bref passage à l'Institut de recherche en informatique du Qatar, où elle a mis au point, avec la chaîne de télévision Al Jazeera et des chercheurs du MIT, de nouveaux outils d'analyse pour aider les journalistes à mieux connaître leur public. Je vais à présent laisser la parole à notre conférencière, non sans avoir remercié chaleureusement l'association La Renaissance française, représentée aujourd'hui par son président, Bruno Terret, que je salue, pour sa collaboration et son soutien pour l'organisation de cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette chaleureuse introduction et je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est la première fois que je viens au Luxembourg, mais c'est aussi la première fois que je vais faire un exposé tout en français, c'est-à-dire que je vais parler en français et mes transparents vont être en français. Donc vous m'excuserez si je fais des erreurs ou des approximations. Et j'aimerais que vous vous sentiez libre de m'interrompre pendant mon intervention. Je préfère avoir une intervention, disons, interactive. Alors, je vais vous parler un peu de mes travaux sur le web social, en particulier le travail que j'ai fait dans donc la réflexion autour du développement d'applications qui exploitent un peu ce que les gens font, les utilisateurs, les usagers du web font sur les sites qu'on appelle des sites de web social. J'ai choisi de ne pas définir le web social, parce que tout simplement, je n'aimerais pas confiner à une définition bien particulière, mais j'ai des idées très précises de ce que j'en pense, et donc peut-être que le long de ma présentation, vous aurez une définition. Alors je vais commencer par un petit résumé.
un peu pour situer, si vous voulez, le discours. Et puis surtout, le web social, c'est comment dire, donc la recherche autour du web social est très jeune. Donc il se passe énormément de choses. On ne sait pas encore exactement comment la définir. Donc je vais essayer peut-être un peu de mettre les choses au clair. Alors, donc d'abord, l'observation principale, c'est que le web a évolué d'une plateforme technologique à un écosystème social, d'accord, qu'on essaie de comprendre et d'exploiter. La caractéristique principale est que les utilisateurs sur le web social sont producteurs d'informations, donc ils sont à la fois demandeurs d'informations et générateurs de contenu, d'accord, de tout type. Alors en particulier, donc, les informations qu'on y trouve, ou le contenu qu'on y trouve, est de nature factuelle, hein, d'accord, mais également subjective, c'est-à-dire des opinions. Alors le volume des données produites ne cesse d'augmenter, hein, puisque maintenant on est à l'échelle de l'utilisateur étant producteur de données. Et la survie du web social, à mon avis, dépend de la capacité de développer de nouvelles applications, de nouvelles approches de recherche et d'exploration de données sociales, et pas seulement de calquer les méthodes existantes voilà, sur les données sociales. Alors, en résultat, il y a beaucoup de défis, d'accord, dans la gestion de masse de données, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Big Data ou Big Data Management. La capacité à en extraire de la valeur. Donc, pourquoi je dis ça? C'est par opposition à des données plus traditionnelles, c'est-à-dire que des données qu'on stocke dans Oracle, dans une base de données classique. Les données elles-mêmes, elles parlent par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles véhiculent déjà l'information. Le fait que vous stockiez des informations sur des vols, d'accord, dans les compagnies aériennes, donc toutes sortes d'informations, des bases de données transactionnelles, c'est des informations factuelles qui sont là, où on n'a pas besoin de les analyser pour les utiliser. On pourrait les analyser pour d'autres objectifs, mais sur le web social, en général, les données brutes n'ont pas beaucoup de valeur. Alors les autres défis ont à voir avec l'exploration des comportements des utilisateurs afin de mieux comprendre comment leur servir un contenu qui a une quelconque utilité pour eux. D'accord ? Alors que, par exemple, la recherche d'informations telle qu'on la connaît, hein, à la Google, on ne s'occupe pas beaucoup des utilisateurs ou de leur opinion. D'accord ? On a défini des mesures de qualité de documents sur Internet. Donc, pour résumer, il s'agit d'un document à une qualité élevée si s'il est référencé par des documents qui ont une qualité élevée, d'accord ? Et c'est indépendant du comportement des utilisateurs. C'est quelque chose qui a fait que Google s'est lancé et existe aujourd'hui. Et finalement, parce qu'on parle d'utilisateurs, de leur comportement, de cette notion d'utilité du contenu pour les utilisateurs, on a besoin d'évaluer cette notion de pertinence du contenu. On a besoin de savoir est-ce que ça a une valeur? Est-ce que la méthode qu'on a utilisée pour extraire de la valeur de données qui sont sur le web social est une bonne méthode? D'accord? Donc tout ça, c'est un peu un résumé, si vous voulez, en français, de mes travaux. Alors, regardons un peu quelques chiffres. Alors, le premier point, bon, c'est simplement le fait que les données qu'on génère aujourd'hui, laissez-moi le lire, donc Eric Schmidt, qui est le patron de Google, a dit récemment que tous les 2 jours, aujourd'hui, nous produisons autant d'informations que nous en avons générées depuis l'aube de la civilisation jusqu'en 2003. C'est énorme. Alors, la grande majorité de cette information ou de ces données est inutile. D'accord ? La question, c'est de trouver laquelle est utile et pour qui. D'accord ? De pouvoir filtrer tout cela est un très très grand défi. Alors, par exemple, pour vous donner quelques faits comme ça, que j'ai lu un peu donc récemment, le dernier des Economist qui est en décembre, là, il a fait
petit résumé de tout ça. Le journal du CNRS, le dernier journal du CNRS a aussi ces informations, mais elles se trouvent un peu partout. Hein. Donc chaque seconde, plus d'1 heure de vidéo est mise sur YouTube. Okay. Plus d'1,5 million d'emails sont envoyés sur Google. Chaque jour, on a 1 demi-milliard d'utilisateurs qui sont connectés sur Facebook à la fois. D'accord ? Avec son 1 milliard d'utilisateurs, Facebook serait le 3e pays du monde, s'il en était un. À peu près le même ordre de grandeur de tweets qui sont envoyés sur Twitter. Et il y a 10 fois plus de recherches qui sont lancées sur Google tous les jours. 4,5 milliards de requêtes, hein, de mots-clés qui sont tapés sur Google. Alors, Wikipédia n'est pas en reste. Il y a 9000 documents qui sont créés sur Wikipédia. Est-ce qu'ils sont tous utiles, etc. Ça, c'est un autre débat. 10 fois plus d'heures de vidéos qui sont mises sur YouTube en extrapolant et 15 000 fois plus d'emails qui sont échangés sur Google. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur du volume de données qui est généré. Et pour l'anecdote, parce que j'aime revoir cette page, même mon père est allé sur Facebook. Alors, pourquoi il l'a fait? L'année dernière, j'étais en déplacement et j'ai totalement oublié d'appeler mes parents pendant quelques jours. Et on lui a dit, tu peux peut-être la trouver sur Facebook. Il a créé une page, lui il est à Alger, et c'est le seul Facebook post qu'il a, d'ailleurs, depuis. Il n'arrête pas de me dire, enlève-moi de ça, j'arrête pas de recevoir des invitations. Moi, c'était juste pour te retrouver. Alors, donc revenons à quels sont les 4 grands acteurs, d'accord, dans cet espace comme ça du web social. Donc ceux sur lesquels je vais me concentrer parce qu'il y a un certain intérêt derrière et parce que je m'intéresse aux applications. Alors Apple qui s'est lancé, en fait Apple c'est la plus ancienne, hein, c'est la compagnie la plus ancienne, mais qui fait son chiffre d'affaires principalement parce qu'il vend des téléphones et des tablettes, et aussi des applications dessus. Amazon, qui est bien sûr le précurseur du commerce électronique. Alors, Google, qui est le numéro 1 en recherche d'informations sur le web. Et finalement, Facebook, qui a un peu vulgarisé les réseaux sociaux en ligne, hein, les réseaux sociaux virtuels. Donc regardez un peu, Facebook existe que depuis 8 ans. C'est quand même impressionnant, je veux dire, cette propulsion de ces boîtes hein, qui ont commencé assez récemment, disons. Donc je vais passer comme ça sur les chiffres, c'est pas la peine. Hein. Mais que se passe-t-il ? En fait, qu'est-ce qui fait que ces boîtes sont différentes? En fait, elles sont... ce qui est impressionnant, c'est la diversité de leur champ d'action. D'accord? Elles ne sont pas spécialisées en une seule chose. Bien sûr, elles sont connues pour une chose. D'accord? En général, on sait que, comme j'ai dit tout à l'heure, donc Apple, c'est les ordinateurs et les téléphones. Amazon, c'est le commerce électronique, hein, commencé par les livres et qui ensuite maintenant diversifié. Vous pouvez même acheter des iPhones sur Amazon. Donc Google, c'est la recherche d'informations et Facebook, les réseaux sociaux. Mais quand vous regardez ces compagnies, elles sont très riches. Hein. Donc ça, c'est juste leur réserve en espèces. D'accord? C'est le montant en argent qu'elles ont, qui est disponible. D'accord? Et qu'est-ce qu'elles utilisent? Elles utilisent cette réserve en espèces. Dans quel objectif elles l'utilisent en ce moment? En fait, elles se battent beaucoup entre elles. D'accord? Parce que chacune d'elles essaye de gagner un peu de terrain dans celui qui est conquis par l'autre. D'accord? Donc, si vous voyez Apple, Apple, en fait, en soi, donc c'est plutôt les infrastructures. Hein. Donc, bien sûr, c'est ensuite développé par rapport aux applications, etc. Mais c'était initialement l'infrastructure. Mais si vous voulez, chacune de ces boîtes investit dans la dimension donc plateforme, infrastructure, utilisateur et service, donc application. D'accord ? Par exemple, on trouve 425 millions d'utilisateurs sur iTunes et
Et Apple a fait 60% des profits de l'industrie des téléphones portables au troisième trimestre de 2012, et seulement 16%, elle a vendu seulement 16% des téléphones. Les profits étaient à travers les applications aussi qui étaient déployées sur les téléphones envoyés. Alors Google aussi s'est lancé, pareil, hein, dans les plateformes, conquérir des utilisateurs et construire des applications. Par exemple, Google a acquis Android, qui est un système d'exploitation en 2005, et qui est en fait maintenant le compétiteur de iOS, qui est le système d'exploitation de Apple. Et Android est aujourd'hui, c'est très récent en 2005 par rapport à Apple qui existe depuis très longtemps, Android aujourd'hui est installé sur les 3/4 des 180 millions de smartphones vendus au troisième trimestre de 2012. En 2011, Google a acquis Motorola Mobility pour l'infrastructure, hein, ils construisent des téléphones. Et récemment, ils font la publicité de la tablette Google Nexus et vont même jusqu'à vendre des notebooks à bas prix sur lesquels est installé Chrome, qui est un autre système d'exploitation, à partir duquel ensuite les utilisateurs peuvent naviguer, cliquer, etc. D'accord ? Donc il y a vraiment cette confluence de ces trois dimensions. Alors, Microsoft a voulu acquérir, j'étais encore chez Yahoo à l'époque, a voulu acquérir Yahoo en 2010, avait offert une trentaine de dollars par action, donc ça ne s'est pas fait. Et c'était pour ces 600 millions d'utilisateurs. Donc Yahoo a 600 millions de visiteurs par mois, dont la moitié sont des visiteurs réguliers, donc des gens qui reviennent, des gens qui sont inscrits. Ils cherchent aujourd'hui à acquérir Nokia. Et enfin, Apple utilise iTunes pour vendre des iPods, alors que Amazon utilise sa plateforme, donc ses tablettes, pour vendre toutes sortes de produits. D'accord ? Par contre, il y a un objectif vital, c'est celui qui m'intéresse, hein, en fait, en général. Ce sont les applications. Et chacune de ces compagnies, pour pouvoir maintenir leurs utilisateurs, doit développer des applications qui fourniront la meilleure expérience aux utilisateurs, de préférence sur plateforme mobile, et permettront non seulement de maintenir ceux qui sont déjà là, mais également d'intéresser de nouveaux utilisateurs. Donc c'est la question principale à laquelle je vais m'attaquer. Alors pour situer un peu le type d'application, je vais parler plus d'applications orientées contenu. Donc ce sont des applications qui vont fournir du contenu ayant une certaine utilité pour les utilisateurs. Alors bien sûr, il y a des applications de toutes sortes. Il y a des applications type calculette, appareil photo, etc. Donc cela ne m'intéresse pas. Alors ce que je vais essayer de développer, c'est le fait que pouvoir fournir de telles applications nécessite de définir l'utilité du contenu pour les utilisateurs, de développer des algorithmes efficaces pour trouver ce contenu et d'évaluer l'utilité du contenu produit. D'accord ? Donc c'est un peu ce que j'ai dit au départ. Voilà, donc voici mon plan. Je vous ai un peu présenté ce que je vois dans le web social aujourd'hui. Ma vision, si vous voulez, un peu centrée application, centrée contenu. Mais plus particulièrement l'idée qu'il ne s'agit pas, bien que ces différentes, les grands acteurs, si vous voulez, du web social se diversifient leur champ d'action, il y a quand même un objectif qui est très important, qui est celui d'apporter une certaine valeur aux utilisateurs. Alors je vais vous montrer un exemple d'application qu'on a développé chez Yahoo, que j'aime beaucoup, et qui a eu un essor important, et puis ensuite parler de certaines perspectives. Alors l'application qu'on a développée avait commencé par des discussions avec Flickr. Qui ne connaît pas Flickr? Alors Flickr est un site qui permet de télécharger, alors télécharger, c'est quand on récupère quelque chose. Quand on met quelque chose sur le web. Uploader ses photos. Non, ah non, uploader, c'est pas du français. En français. De mettre en ligne. De mettre en ligne. Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui n'a que 2 mots au lieu de 3. Pardon. Alors, de mettre en ligne ces photos, de les organiser et puis de les étiqueter. D'accord ? C'est-à-dire de dire, ça c'est une photo d'anniversaire et c'est l'anniversaire de mon petit frère. Et mon petit frère est en train de souffler la bougie. D'accord ? Des archivés aussi.
Voilà, de les archiver, puis ensuite de les organiser en thématiques, etc. Et puis de les partager avec ses amis. D'accord? C'est comme Instagram sur Facebook. Bon, si vous ne connaissez pas Flickr, vous ne connaissez pas Instagram. Quoique moi, j'ai sauté plusieurs étapes sur le web social, je dois dire. D'accord. Donc, initialement, la question était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'utile, à part simplement donc, ce service qui est de vous permettre de créer un compte et de mettre vos photos, de les organiser sur Flickr. Alors, initialement, on s'était dit, tiens, peut-être qu'on pourrait suggérer des étiquettes, donc des tags aux photos. Donc, si vous commencez à mettre une photo d'anniversaire, peut-être qu'on va vous suggérer frères, sœurs, amis, etc. D'accord? Pour vous aider un peu, et puis plutôt pour engager les utilisateurs. D'accord? On ferait cela en regardant les étiquettes qui étaient créées auparavant, dans le passé, sur d'autres photos, en voyant avec quelles autres étiquettes elles apparaissent. Puis sur la base de cette fréquence, on suggérait des étiquettes. C'est un peu de l'aide à l'étiquetage. Bon, c'est pas très fun. Enfin, c'était rigolo il y a quelques années, si vous voulez. C'était un peu novateur. Donc la suggestion d'étiquettes, c'était quelque chose où on a pu réutiliser, si vous voulez, des raisonnements et des algorithmes de recherche d'informations sur le web, d'accord, pour compléter des requêtes sur le web, pour pouvoir compléter les étiquettes des photos. Mais bon, c'était pas... Puis l'autre question, c'était, peut-être qu'on pourrait recommander des photos à des gens. Mais bon, les gens viennent sur Flickr pour stocker leurs propres photos. Pourquoi on leur recommanderait des photos d'autres personnes? D'accord? Et puis, Lumière, dans une discussion, on s'est dit, tiens, on va regarder un peu ce qui se passe avec ces photos. Les appareils photos d'aujourd'hui ont plein d'informations qui vont au-delà de juste la photo elle-même. Alors, il y a l'information, donc c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Il y a l'information de quand la photo a été prise, quand elle a été chargée, mise en ligne, dans quel type d'appareil photo, à quel endroit. Donc certains appareils photo vont vous dire à quel moment, d'accord? Donc le moment où elle a été prise, le moment où elle a été mise en ligne, d'accord? Vous avez toutes c'est une richesse d'informations qui en fait est véhiculée par un très grand volume de photos. On s'est dit tiens, on va faire quelque chose d'un peu fou. On va essayer d'extraire l'itinéraire de voyageurs dans des villes en associant leurs photos à des sites touristiques, d'accord, et en permettant ce qui permettrait une interrogation flexible de ces itinéraires. Si on pouvait prendre les photos de tout le monde, d'accord, en extraire que celles qui ont été prises dans une ville, et reconstruire un peu le trajet que les gens ont suivi dans ces villes-là. Et puis avoir une base, si vous voulez, de trajet ou d'itinéraire qu'on pourrait utiliser pour faire de la recommandation d'itinéraires, qu'on pourrait interroger avec des... Donc voilà, donc ça c'était simplement des conférences dans lesquelles ce travail est apparu, donc avec mes collègues donc aux États-Unis, en Israël, et Kong Liu qui en fait était mon étudiant à Yahoo, il est parti chez Google après. Et puis bon, ça c'était une variante de ce travail. Et cette application était déployée sur Yahoo Mobile. Donc vous vous baladez dans une ville, on vous dit, voilà, vous n'êtes pas loin de tel et tel autre endroit, vous pourriez aller visiter tel endroit, et ça vous prendra à peu près tant de temps. Alors comment on a fait ça? Je peux illustrer tout ça. Alors d'abord, ça c'est Flickr, d'accord? C'est des photos qui ont plein d'informations. Donc la première question c'était, dans toutes ces photos qui sont là, comment on peut automatiquement associer les photos aux villes et dire que c'est des photos qui ont été prises dans des villes, hein. Ce n'est pas des photos d'anniversaire de quelqu'un qui souffle une bougie. Donc ça c'était la première question. Alors après, il y a beaucoup de travail qui se fait, contrairement à des données plus classiques, il y a beaucoup de travail de nettoyage, d'accord, qui n'a pas encore été formalisé. D'ailleurs c'est un des problèmes de recherche dans lequel j'essaye de travailler en ce moment. Je dis j'essaie parce que c'est vraiment pas évident. Donc, par exemple, on a fait des choix comme ça qui peuvent paraître arbitraires, comme par exemple filtrer les résidents d'une ville. On a dit, non, on s'intéresse seulement à des photos qui ont été prises par des touristes. Parce que les résidents d'une ville, ils ont des motifs qui sont très différents. Ils vont prendre des photos d'autre chose, une petite statue cachée quelque part, et les touristes, ça ne les intéresse pas. Et donc, pour filtrer les résidents d'une ville, on s'est dit, si quelqu'un a pris dans la même ville une photo, enfin, en fait, 2 photos qui sont séparées de 21 jours, on va considérer que cette personne est résident de la ville. Donc, on a enlevé toutes les photos de gens qui satisfont ce filtrage. Valider les temps de photo. Alors, certains appareils photo sont mal réglés, et du coup, le temps de mise en ligne est inférieur au temps de prise de la photo, par exemple.
D'accord? Donc il y a beaucoup de nettoyage. La deuxième partie, c'était une fois qu'on a récupéré toutes les photos. Alors, comment on a fait, si vous voulez retrouver dans les photos celles qui sont des photos d'une ville, on a regardé les étiquettes. D'accord? Donc, par exemple, pour New York, on a regardé New York, New York City, NYC, Manhattan, Brooklyn, the Big Apple, toutes les variantes des noms de villes. Notez que là, on n'utilise pas du tout de traitement d'image, d'algorithme de traitement d'image. On utilise l'information qui est les métadonnées qui sont associées à chacune des photos. D'accord? L'information des gens, donc les étiquettes, et les autres informations comme le temps, etc. Ensuite, il fallait pour chacune de ces photos, d'accord, maintenant on sait que ce sont des photos qui sont des photos de ville. Donc chacun des utilisateurs a pris des photos qu'on peut ordonner maintenant par rapport au temps de prise de la photo. Et on sait qu'il a pris une photo de ça, on ne sait pas ce que c'est que ça. Ensuite, il a pris une photo de ça, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour chaque utilisateur. Et après, il faut pouvoir dire de quelle photo il s'agit, de quel endroit. D'accord? Ça pourrait être une photo de la Tour Eiffel ou une photo d'un autre monument, d'un autre site. Pour pouvoir faire ça, on a utilisé on s'est dit comment chaque ville a un certain nombre d'endroits. D'accord? Ces endroits sont fournis par des interfaces qui sont Lonely Planet, qui est un guide touristique, Yahoo Travel, des API de Yahoo Maps. Pour rassembler pour chaque ville, on a récupéré plein d'endroits, et aussi leur situation géographique, donc leur latitude, longitude. Et puis pour chacune des photos, on les a associées à ces endroits, c'est-à-dire qu'on a regardé les étiquettes plus en détail, et on s'est dit, si l'étiquette dit Tour Eiffel, cette photo, il y a de fortes chances que ce soit une photo de la Tour Eiffel. Si la photo a été prise à tel et tel endroit, si on est dans un rayon de 100 mètres de la position géographique d'un endroit qu'on connaît, on va dire que c'est une photo de cet endroit-là. D'accord? Bien sûr, il y a des erreurs là-dedans. Par exemple, je peux être là et je peux prendre une photo du palais. D'accord? Donc ma photo va dire que je suis là et je ne pourrai pas détecter que c'est une photo du palais, juste en regardant la position géographique de la photo. Est-ce qu'il prend en compte aussi la pertinence? Si je prends une photo de la Tour Eiffel, ils savent que c'est une meilleure, plus meilleure. Vous voulez la qualité? Vous voulez dire la qualité de la photo ou la pertinence. La pertinence étant que la Tour Eiffel est plus historique, plus fréquentée que l'autre. Plus tard, oui, effectivement. Donc initialement, on se dit, pour chaque ville, on va désigner un certain nombre d'endroits. Et puis ensuite, on va voir combien de gens ont pris de photos de ces endroits-là. Et c'est ça qui fait la popularité. Je vais aller un peu plus vite. Donc finalement, on se retrouve avec un graphe, d'accord, qui va représenter chaque nœud, en fait, est un endroit. D'accord? Donc chacun de ces chemins est en fait le chemin d'un utilisateur. Chaque nœud est un endroit et chaque nœud a ça c'est point of interest, donc l'endroit, le moment où la photo a été prise, la première photo a été prise et le moment où la dernière photo a été prise de cet endroit. Donc sachant cette information, on peut approximer, on peut dire vous avez passé tant de temps à cet endroit. Parce que la première photo que vous avez prise, elle a été prise à 8 heures, la dernière, elle a été prise à 8h20. D'accord? Donc vous avez passé 20 minutes, on va dire, à cet endroit. Ensuite, vous êtes allé à un autre endroit, et la différence de temps entre la dernière photo prise ici et la première photo prise ici est considérée comme étant le temps de transit entre deux endroits. Bien sûr, il y a des gens qui vont prendre le métro, il y en a d'autres qui vont marcher, il y en a qui vont aller au resto entre-temps et pas prendre de photos. D'accord? Tout ça, c'est de l'approximation. Comme c'est sur un très grand nombre de données, ben on se retrouve avec un graphe immense. Donc après, on a défini un problème, donc un tout petit peu plus technique. Donc le problème, c'était de trouver des itinéraires, donc un itinéraire G, d'un site source à un site cible donné. Donc par exemple, vous êtes à votre hôtel, vous dites, je veux commencer à mon hôtel, je veux finir à mon hôtel, j'ai 5 heures de temps, c'est-à-dire dont le budget égale temps de parcours, un maximum de 5 heures. Donc le budget est tout au plus B, c'est-à-dire 5 heures, et qui maximise la valeur totale de l'itinéraire. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur d'un itinéraire? C'est simplement le nombre de personnes qui ont posté ou qui ont mis en ligne des photos des sites
qui sont dans cet itinéraire. Voilà. Alors le budget de temps, on a considéré que c'est une journée entière, 12 heures, mais on peut changer, c'est flexible. Et les sites sources et cibles sont donnés par l'utilisateur. Donc comme j'ai dit, vous avez 5 heures dans un aéroport, vous ne voulez pas rester 5 heures à cet aéroport, vous dites je veux commencer à l'aéroport, terminer à l'aéroport. D'accord ? Qu'est-ce que je devrais visiter dans cette ville? D'accord? Alors pour ceux qui s'intéressent, c'est un problème qui est difficile. Donc c'est un problème auquel on ne peut pas répondre de manière exacte. Il y a des algorithmes d'approximation qui sont des algorithmes de traversée de graphes. Et c'est une adaptation d'un algorithme connu qui s'appelle le orienteering, qui lui est basé sur les arêtes, donc sur avoir des nombres sur des arêtes, alors que nous, on a des nombres sur des nœuds. D'accord? Bon, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sort des itinéraires qui ressemblent à ça. Alors ça peut être un peu overwhelming, mais ça c'est vraiment l'itinéraire brut. Hein. Après, pour les utilisateurs, on va essayer de faire que ça va ressembler à quelque chose, on met des petites photos et des choses comme ça. L'itinéraire, celui-ci, c'est un itinéraire exemple pour New York. On a dit au système, je veux commencer à Ground Zero, là où il y avait les deux tours. Je veux finir à Ground Zero. Et dites-moi ce que je devrais faire pendant ce temps-là. Et cet itinéraire est construit sur la base de photos qui ont été mises en ligne par un très grand nombre d'utilisateurs. Donc c'est des millions d'utilisateurs. Enfin, non, là dans ce cas, ce n'était pas des millions, j'exagère. Je vais vous montrer quelques... Hein. Alors bon, moi je connais un peu New York et c'est assez satisfaisant, disons. Bien sûr, si on a envie de passer toute la journée à courir. Si on ne veut pas, on dit au système, je veux commencer à mon hôtel, finir dans 3 heures, finir à Central Park, ensuite rien faire entre midi et 2, et puis je vais recommencer à 2 heures l'après-midi et j'ai que 2 heures. Hein. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de comment on peut exploiter de manière positive de la valeur ce genre de système. Des questions ? Je ne comprends pas trop au niveau de la valeur, parce que finalement, plus le temps va passer, déjà plus les gens vont suivre le même itinéraire. Ensuite, cet itinéraire-là, donc, il est pertinent, même les guides le donnent, je pense. Par contre, ce qu'on aurait pu penser qui a plus de valeur, c'est les itinéraires qui sont un petit peu... Qui sont originaux. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. Et donc, oui, donc absolument. comment vous voyez... Oui, bien sûr, absolument. C'est une très bonne question. Donc, première chose, c'était on voulait développer le système qui pouvait passer de là à ça. D'accord? Donc maintenant, on a cette base de données qui est là. Après, ce qu'il faut faire, c'est définir en fonction d'utilité. Donc à l'époque, la fonction d'utilité qu'on a définie, c'est celle de la popularité. Mais rien ne vous empêche de définir une autre fonction d'utilité, d'accord, qui va dire je veux les endroits les moins populaires, ou je veux un endroit très, comment on dit populaire en français? Moins populaire, pardon. Un endroit très populaire, et je veux que les autres sites ne le soient pas. Par exemple, je peux dire, toutes ces données sont là. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que ça est construit, d'accord, en fait, de manière virtuelle, parce qu'on le construit un peu à la volée, c'est une question d'interface. C'est une question de dire, j'aime pas les musées. Montrez-moi les itinéraires où il n'y a pas de musée. Ou je ne veux pas les itinéraires où il faut passer plus d'1 heure dans un parc. D'accord ? Donc en fait, la première étape, effectivement, c'était de voir si on pouvait produire dans une interprétation de base, qui était simplement la popularité, des itinéraires qui sont comparables à ceux qui sont faits à la main par des agences. D'accord ? Dans un système qui permet une interrogation, si vous voulez, flexible. Hein, le temps de parcours est flexible, le site source et le site cible sont flexibles. Je ne réponds pas exactement à votre question, mais laissez-moi peut-être 2 transparents ou 3. Vous allez voir. Voilà. Donc alors pour l'évaluation, bien sûr, parce qu'on a eu justement cette question d'utilité, pour l'évaluation, on s'est dit, tiens, on va prendre 5 villes qui sont géographiquement distribuées, et puis pour chacune des villes, on va aller récupérer les sites. Donc là, on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, utilisé Lonely Planet et Yahoo Travel pour identifier des sites dans ces villes-là. Pour chaque site, on sait où ce site est. Donc la latitude, longitude. Et puis les itinéraires individuels qu'on a extraits de ces sites avec un budget de 12 heures,
Donc là, un certain nombre par ville. Voici des sites exemples. Hein. Donc, vous avez Picasso, Plaza Real, etc. Donc ça, c'est ce qui a été extrait de ce que j'avais dit, donc Lonely Planet et Yahoo Travel. Et Yahoo Maps a été utilisé pour latitude-longitude. Alors ensuite, par ville, on a généré 4 itinéraires en prenant les 4 sites, les 4 sites les plus populaires dans la base, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le plus de photos dans la base. Et puis on a construit des itinéraires, donc on va les appeler S1, S2, S3, S4, et on les a combinés pour construire 4 itinéraires en utilisant notre système. Je veux commencer à S1, finir à S2, j'ai 12 heures, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui nous a donné un certain nombre d'itinéraires. D'accord? Donc je vais un peu expliquer, si vous voulez, prendre un tout petit peu de recul et expliquer de quoi il s'agit. Donc qu'est-ce que c'est que le processus d'évaluation? Donc dans ce genre de travaux, il faut évaluer si vous voulez, toutes les hypothèses hein, qu'on a. Alors, un peu pour résumer ce qui se passe dans le monde de l'évaluation, alors la méthode la plus, bien sûr, la méthode qu'on espère tous pouvoir faire, c'est de déployer ce service en ligne avec de vrais utilisateurs et de voir s'ils sont contents ou pas. Le problème est que s'ils ne sont pas contents, ils ne reviendront pas. D'accord? Et quand j'ai travaillé à Yahoo, il m'est arrivé 2 fois seulement d'obtenir 1% du trafic, c'est-à-dire 1% des utilisateurs qui viennent à un site pour pouvoir déployer une application. Donc s'il y a une chose, c'est important d'accroître la base des utilisateurs, c'est encore plus important de ne pas en effrayer, d'accord, de ne pas effrayer ceux qui sont là. Par exemple, eBay a mis 2 ans à changer, si vous voulez, la couleur de fond de leur site, d'une sorte de blanc-gris à un autre blanc-gris. Un blanc off-white à un autre off-white. Donc un blanc cassé à un autre blanc cassé. Tout ça parce que l'expérience, enfin je suis sûre que vous êtes tous passés par là, mais moi, quand on me change parfois des interfaces, ça m'énerve. D'accord ? Donc il est très difficile de faire une évaluation avec de vrais utilisateurs. Alors, l'autre approche pour évaluer, si vous voulez, des applications, c'est de prendre des données historiques dans le passé. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les tests AB. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va prendre des données dans le passé, qu'on stocke quelque part, donc on ne va pas parler à des utilisateurs. On va les décomposer en 2 parties qui se suivent dans le temps. Sur la première partie, qui est la partie A, on va appliquer notre méthode. Hein. Et sur la partie B, on va essayer de prédire où les utilisateurs sont partis. Donc dans cette application, dans le passé, on sait que nos utilisateurs ont visité certaines villes. D'accord ? On va enlever une partie des données, celle qu'on veut prédire. On va simplement utiliser la partie qu'on a gardée pour pouvoir prédire où les gens sont partis. Et puis on va voir si on est capable de prédire ce qu'ils ont fait dans le passé. D'accord ? Donc c'est une méthode qui n'interagit pas avec de vraies personnes, avec de vrais utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le test AB. Alors une autre méthode, c'est le test utilisateur. C'est-à-dire que là, vous voulez déployer un nouveau service, vous essayez de voir est-ce que ce service va plaire. D'accord ? Alors il y a la méthode traditionnelle, disons, qui est à une échelle très basse, hein, en général entre 5 et 50 sujets, 5 et 50 utilisateurs, qu'on ramène dans une pièce. On leur pose un certain nombre de questions sur ce qu'on veut évaluer. On regarde ce qu'ils disent, donc leurs réponses. Et puis on dit « Ah, ce service va être très bien ». D'accord ? Par exemple, Yahoo organisait régulièrement des fêtes, disons, Yahoo en Californie, des parties, avec certains des utilisateurs les plus actifs. Par exemple, sur ce qu'on appelle Yahoo Answers. Alors, il les invitait, il faisait un barbecue, etc. Et puis, de temps en temps, il prenait ces utilisateurs et puis il les mettait dans une pièce et leur posait des questions sur éventuellement changer un service qu'ils connaissent bien. Ça, c'est une manière, si vous voulez, d'évaluer le déploiement d'un nouveau service, une nouvelle application, si vous voulez. Alors, une méthode qui devient de plus en plus populaire, disons, récemment, c'est de lancer des questionnaires en ligne. C'est-à-dire sur des plateformes qui sont conçues pour le faire. Alors, Amazon a eu une idée ingénieuse, il y a quelques années. Ils se sont dit, nous, on a plein d'abonnés. On a plein de gens qui viennent chez nous, qui reviennent, on a plein d'infos sur eux, et puis c'est des gens qui sont fidèles, ils viennent acheter des produits chez nous. Alors ces abonnés-là,
on va les considérer comme des travailleurs dans un marché. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui veulent faire des évaluations, c'est-à-dire qu'ils veulent déployer des questionnaires en ligne. Et ces gens-là qui vont déployer des questionnaires en ligne, ils vont pouvoir atteindre ces travailleurs et leur demander « Êtes-vous intéressé par l'évaluation de mon application ?» Amazon ne fait rien là-dedans. Ils sont là, observateurs, ils récupèrent un peu d'argent. Et puis vous dites aux gens « Voilà, moi je vais évaluer quelque chose. Si ça vous intéresse, et si votre profil m'intéresse, vous venez, vous évaluez et je vous donne quelques centimes. » D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'impartition à grande échelle, le crowdsourcing. Donc sur Wikipédia, c'est traduit impartition à grande échelle, externalisation distribuée à grande échelle ou externalisation ouverte. Alors ça, c'est interdit en France. D'accord ? Oui, je ne savais pas. Parce que avec le droit du travail, le fait que c'est basé sur comment dire, le minimum wage, qui l'idée du SMIC, et combien d'argent on paye les gens qui viennent évaluer son application. Donc il y a des histoires d'éthique, etc. Mais bon, moi j'étais aux États-Unis, on l'a utilisé. Alors pour cela, donc comment on l'a utilisé? La question est avec quoi on va comparer nos itinéraires magiques? Ben, en fait, on a dit on va les comparer avec des références, d'accord? Avec des sites comment dire, de voyage ou d'agents de voyage qui, eux, ont déjà des itinéraires qui sont là, qui sont faits par des professionnels et qui ont été testés par des gens. Alors, pour résumer comment ça se passe, alors nous, on a des itinéraires dans des villes, donc on a 5 villes, on a 4 itinéraires par ville, et chacun des itinéraires doit être évalué d'une certaine manière. Il doit être aussi comparé avec des itinéraires de référence qui sont ceux que je vous ai montrés. Alors, comment se passe ce type d'évaluation? En général, il y a 2 aspects dans l'évaluation. Il y en a une qui va essayer d'évaluer l'itinéraire tout seul, et il y en a une autre qui va le comparer à autre chose. D'accord? Ça vient un peu de ce qui se fait en psychologie. On veut vous demander si vous préférez une pomme à une orange. Traduction de l'anglais, je ne sais pas ce qui serait plus approprié. Donc, si on vous pose la question, préférez-vous la pomme ou l'orange? Vous pouvez dire la pomme, mais ça ne signifie pas que vous aimez beaucoup la pomme. Donc on a besoin de savoir si vous aimez une pomme. Donc on va vous poser la question, est-ce que vous aimez la pomme? Donc séparément. D'accord? Ça c'est pour des sous-groupes d'utilisateurs. Donc l'évaluation comparative, dans notre cas, c'était, en supposant que vous allez à Barcelone, que vous avez 12 heures, que vous voulez commencer à tel endroit, finir à tel autre, d'accord? Préféreriez-vous visiter ce que cet itinéraire vous montre, ça c'est le nôtre, mais on ne le dit pas, ou celui en référence? Donc c'est des questionnaires qui vont mettre en comparaison des itinéraires qui sont faits par des professionnels, sans qu'on le révèle, avec les nôtres. Et puis une évaluation indépendante, on va explorer en détail nos itinéraires et aussi les itinéraires, si vous voulez, les itinéraires de référence. La question était de voir est-ce qu'on fait mieux, moins bien, etc. D'accord ? Alors avant de pouvoir faire cela, il faut quand même qu'on choisisse nos sujets, qu'on choisisse nos travailleurs. D'accord ? Parce qu'on aimerait que les gens qui font notre évaluation connaissent la ville qu'on est en train d'évaluer, enfin, pour laquelle les itinéraires sont évalués. D'accord ? Et pour cela, on ne va pas simplement dire est-ce que vous connaissez Paris? Parce que si on dit est-ce que vous connaissez Paris, forcément le travailleur va dire oui, parce qu'il veut faire ce qu'on lui demande et il veut aussi être payé. D'accord ? Donc il a fallu trouver des méthodes de filtrage qui ne sont pas faciles à chercher sur Google, disons. D'accord ? Par exemple, ici, c'est une méthode où on a nos sujets. Donc tout ça se passe en ligne, hein, attention. C'est pas la même chose que lorsqu'on ramène des gens dans une pièce. Hein. Mais pour les méthodes d'évaluation, comment est-ce que vous avez fait pour contrôler l'utilité? Parce que, comme vous avez dit, vous êtes basé justement sur l'utilité de popularité. Mais certaines personnes n'ont pas la même perception. Je suis entièrement d'accord avec vous, on n'a rien fait. On a simplement validé la popularité dans ce travail. Et c'est que vers la fin qu'on a dit « Ah bah tiens !» Ouais, non. Donc en fait, on voudrait
en fait, on le ferait en ayant un filtrage qui est adapté. Là, le seul filtrage, c'est connaissez-vous une ville? D'accord? Et on a estimé qu'après un certain nombre de questions comme celle-ci, une personne est qualifiée. D'accord? Par exemple, là, donc alors ces questions, c'est très difficile. C'est plus difficile que de répondre oui ou non, hein, connaissez-vous une ville, de répondre de façon correcte à ces questions. Donc, on montre des images et on dit, est-ce que cette image est l'image de ça, ça ou ça? D'accord? On montre celle-ci, est-ce que c'est ça, ça ou ça? Alors de temps en temps, certaines de ces images sont plus difficiles que d'autres. D'accord? Par exemple, celle-là, c'est la Trinity Church, qui n'est pas très loin de Wall Street, et qui est un peu plus difficile que Washington Square, et que beaucoup de gens connaissent à New York. D'accord? Donc c'est un problème en ce moment, justement. La problématique de filtrer les sujets et de le faire à grande échelle, de manière automatique, est une vraie problématique. Il y a des gens qui font par exemple de l'apprentissage, ils leur donnent des tâches à faire et puis après ils apprennent leur expertise. D'accord? Mais bon, on peut en discuter peut-être. Est-ce que le fait de filtrer les sujets ne va pas finalement biaiser Bien sûr, après, absolument. En fonction de ce que vous recherchez au départ? Ben, on veut biaiser par rapport... Bon, là en particulier, on veut biaiser par rapport au fait que le sujet connaît assez bien la ville. D'accord? Bien sûr, on peut biaiser par rapport à plein d'autres choses. Oui, effectivement. Le risque inverse, c'est que les utilisateurs se sélectionnent eux-mêmes. Par exemple, si vous postez des tâches à des prix très bas sur Amazon Mechanical Turk, vous aurez des Chinois qui vont les remplir de manière professionnelle. Vous savez, c'est plutôt des Américains qui ont entre 25 et 45 ans, qui sont au travail et qui s'ennuient. Alors il y a un tutoriel, oui, parce que c'est pendant les heures de travail. Il y a un tutoriel à une conférence qui s'appelle ICWSM, qui est très bien fait par d'anciens collègues de Yahoo, qui a fait une étude, si vous voulez, de ces travailleurs, ou workers. Et c'est très étonnant de voir qu'en fait, ce ne sont pas des Chinois ou des Indiens. Chose que, bien sûr, on a tous comme ça quelque part dans la tête. C'est effectivement, une majorité, ce sont des American professionals en fait. C'est des gens qui sont à leur travail, qui au lieu de jouer à Tetris vont se faire un peu d'argent. Alors après, bien sûr, ça dépend énormément de, si vous voulez, les données qu'ils ont utilisées, etc. Mais voilà. Oui, il y a beaucoup de problèmes là-dedans, dans ce filtrage d'utilisateurs. Pourquoi je voulais revenir en arrière, mais je ne sais pas pourquoi, donc je vais avancer du coup. Alors pour l'évaluation comparative, voici un peu le questionnaire qu'on avait. D'accord? Donc on montrait les deux, si vous voulez, les deux itinéraires, et on disait, sans leur dire bien sûr lequel était le nôtre, et on demandait, excusez-moi c'est en anglais, mais donc il y a une comparaison globale, lequel des deux vous préférez en général. Ensuite il y a une évaluation de la qualité des sites suggérés, donc est-ce que vous préférez les sites suggérés dans l'un ou dans l'autre. Ensuite ici c'est une évaluation des temps de voyage entre les sites, etc. D'accord? Donc c'est une décomposition, si vous voulez, de notre fonction d'utilité et de tout ce qu'on a fait pour préparer les données pour un peu mieux cibler, si vous voulez, le retour des utilisateurs. Alors ça, en fait, le nombre d'utilisateurs qu'on a eu, ah oui, je sais pourquoi je voulais revenir en arrière, parce que le nombre d'utilisateurs qu'on avait, on a eu 450 personnes en quelques heures, d'accord, qui ont fait ça. C'est un peu, si vous voulez, c'est le contraste avec la méthode classique qui est celle, ou traditionnelle, qui est celle de ramener les gens dans une pièce. Vous ne pouvez pas ramener 450 personnes dans une pièce pour faire votre évaluation. D'accord? Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu du bootstrapping dans le sens où on est en train d'évaluer une application qui utilise les données du web social avec le crowdsourcing, si vous voulez, ou avec l'idée que ce sont des gens qui sont en ligne qui vont nous aider. D'accord? Donc en fait, on est en train de s'évaluer dans le web social en utilisant le web social. Donc on avait à peu près 450 sujets. Workers. Dans l'évaluation indépendante, il s'agit de simplement, si vous voulez, agréger des statistiques pour chacun des itinéraires tout seul. D'accord? Par exemple, on dit, en général, est-ce que vous pensez que cet itinéraire est utile, pas utile du tout pour un touriste, un peu utile et très utile, des choses comme ça. D'accord? Et puis on pose des questions. Ça, c'est une évaluation indépendante. D'accord? Je vous donne un résultat. C'est celui de l'évaluation comparative. D'accord? Alors,
Dans l'évaluation comparative, donc on montrait toujours hein, deux itinéraires, l'un d'eux étant le nôtre. Et on a refait les expériences. Et ben, figurez-vous que dans l'utilité globale d'un itinéraire, plus de 80% de nos itinéraires sont au moins aussi utiles que ceux qui ont été, si vous voulez, faits à la main par des professionnels. D'accord ? Et aussi un très grand nombre contiennent des sites appropriés ou des sites, si vous voulez, utiles. D'accord ? Donc ça c'est vraiment pour... Je vais très vite là-dessus, je serais contente d'en discuter davantage avec vous. On a fait beaucoup d'autres expériences. Donc on était vraiment très étonnés. Donc, en fait maintenant on se retrouve en face de quoi? On se retrouve en face d'un système qui automatiquement va générer des itinéraires à partir de photos de gens qui ont été mis en ligne par des usagers et qui nous construisent cette immense base de données qu'on peut exploiter pour plein de choses. Par exemple, sur Yahoo Mobile, c'est exploité pour vous dire qu'est-ce que vous pourriez aller visiter par rapport à votre situation géographique. Mais il y a beaucoup de problèmes ouverts qui en fait, voilà, qui en découlent. Je pensais passer 45 minutes, mais je peux en passer 55 ? Oui, on va pas le temps passer, nous. D'accord. Je me suis un peu... Alors, donc à partir de là, je voulais parler un peu des perspectives, d'accord, si vous voulez. Et voilà, donc là, je vais partir un peu dans tous les sens, donc essayer de me contenir. Donc, parce que c'est juste, en fait, c'est des choses qui se passent dans la tête et on est en train de se poser des questions. Donc, on va revenir un peu en arrière, d'accord. Donc, la recherche d'information. Google, d'accord. Qu'est-ce que c'est que la recherche d'information ? Dans la recherche d'information, l'utilisateur a un besoin qu'il exprime par un ensemble de mots-clés. D'accord ? En moyenne, il y a 2,83 mots, pour ceux que ça intéresse, par recherche. D'accord ? En moyenne, on met un peu plus de 2 mots par recherche. Enfin, beaucoup plus que 2 mots, un peu moins de 2-3 mots. Et on reçoit une liste ordonnée de réponses. D'accord ? Donc, des documents web. Et l'interprétation du résultat est intuitive. Les réponses en tête de liste sont les plus pertinentes. On est tous très contents avec ça, ou alors on a pris l'habitude de voir ça. Alors la recherche d'information, derrière ça, il y a une compétition féroce entre nos amis, les 4 grands acteurs. Par exemple, Microsoft a fait énormément d'efforts pour promouvoir Bing. D'accord ? Ils ont débauché beaucoup de personnes de chez Google pour lancer leur moteur de recherche, Bing. C'est le Google de Microsoft. Mais Google, tranquillement, compte toujours pour les 2/3 des recherches aux États-Unis et 90% dans les grands marchés européens. Voilà. Ce que Apple a essayé de faire, c'est de lancer Siri. Alors ce que Siri est, c'est une application sur Apple, sur téléphone portable. Et pour chercher, au lieu de taper, on parle à l'application. D'accord ? On dit je veux un restaurant, je veux une pizza ce soir. D'accord ? Donc ils essayent tous, si vous voulez, de rentrer en compétition avec Google Search. Donc pourquoi ? Parce que derrière la recherche d'information, il y a énormément d'argent. Parce que les gens vont cliquer. D'accord ? Et cliquer signifie que les publicitaires vont payer. Il y a de plus en plus, il y a un grand nombre d'utilisateurs qui vont directement sur Amazon, alors qu'avant ils passaient par Google, ils passaient par une pub d'Amazon sur Google. Et Amazon maintenant arrive, si vous voulez, à capturer l'attention de ses utilisateurs directement. C'est d'autant d'argent en moins, si vous voulez, de revenus en moins pour Google. Donc la recherche d'information est quelque chose de très important. Et si vous voulez, on peut voir, par exemple, j'ai juste simplement tapé pizza. Là, c'était où Là, j'étais à Paris hier, et donc j'étais vers le 17e. Donc je tape pizza. Alors il y a de plus en plus, si vous voulez, une personnalisation de l'expérience des utilisateurs. Donc j'ai tapé pizza à Paris, et j'ai... qu'est-ce que j'ai aller au 124 avenue Parmentier, livraison, etc. D'accord ? J'ai une question. Par l'adresse email, il vous localise ? Oui.
Oui, là par exemple, je me suis connectée hier sur le site d'une université américaine dans laquelle j'ai à Columbia, où j'ai un compte, et j'ai tapé la même requête et j'ai pas les mêmes résultats. D'accord? J'ai plus si vous voulez, les sites américains, Domino's, etc. Plus pizza Wikipédia pour que les Américains enfin comprennent ce que c'est qu'une pizza. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement qu'il y a une tendance à personnaliser la recherche d'informations. Là, elle est à un niveau de granularité quand même assez élevé, hein, qui est la géographie, d'accord? Mais je me demande si le web social, si vous voulez, ne va pas transformer la recherche d'information d'une certaine manière. Est-ce que la RI sociale, la recherche d'information sociale, c'est l'avenir de la recherche d'information? Et pourquoi? Parce que l'information produite sur le web social est personnelle, hein, et que celle qu'on demande, naturellement, doit être personnalisée. Hein. Quand je vais sur Facebook, en général, c'est pour vérifier, quand certainement sur Facebook, en général, c'est pour vérifier ce que leurs amis font, ce qu'ils disent. Hein. Ce que d'autres font ou disent ne nous intéresse pas autant, disons. Et en fait, il y a une certaine tendance qui est en fait l'introduction d'une dimension sociale dans la recherche d'information. Par exemple, Facebook s'est allié à Netflix, qui permet de louer des films, d'accord, en particulier de les obtenir en ligne, en streaming. Et Spotify, qui en fait fait la même chose que Deezer, ce qui était Deezer en France. Le fondateur Deezer est parti en Californie récemment, c'est-à-dire que c'est la même chose pour la musique. Et ce que Facebook veut faire, c'est permettre aux utilisateurs de partager avec leurs amis ce qu'ils regardent ou écoutent. Google a lancé Google Play pour rassembler YouTube et tous les autres sites qu'ils ont, les livres électroniques, la musique, tout ensemble. Et l'a connecté avec Google+, qui est le site, si vous voulez, le réseau social de Google. Alors ce que Facebook a fait depuis assez récemment, c'est d'encourager ses utilisateurs à offrir des cadeaux d'anniversaire à leurs amis, le jour de leur anniversaire. D'accord ? Et pourquoi Facebook peut le faire? Parce que Facebook est un des rares endroits, peut-être même le seul, où on est encouragé à dire la vérité sur soi-même, en général. C'est-à-dire qu'on ne ment pas, à dire la vérité dans le sens où, à dire la vérité sur certains de ses attributs. C'est-à-dire, on va très rarement mentir sur si vous voulez, sur sa date de naissance. Enfin, on ment sur son âge, mais pas sur sa date de naissance. Voilà, on ment sur son âge, exactement. Alors, pourquoi on ne ment pas sur la date de naissance? Donc, il y a certains travaux qui ont montré que les gens, en fait, ils ne veulent pas recevoir un joyeux anniversaire un jour où ce n'est pas leur date de naissance. Donc, ils repartent sur Facebook et ils remettent la bonne date de naissance. D'accord? Vous vous rendez compte? Enfin, c'est très très fort. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous encourager, à faire en sorte que les données que vous... Bon, après, bien sûr, vous pouvez raconter des histoires, hein, mais c'est ça qu'ils vendent. Et donc, ils ont conclu des accords récemment avec plus de 100 partenaires, dont Starbucks et Lyft, pour justement permettre ces cadeaux d'anniversaire. C'était dans les économistes. Et ils ont acquis Karma, qui est un site qui, pareil, permet de partager des choses avec ses amis, etc. Google développe un service similaire, sauf qu'il cherche des partenariats avec des partenaires qui font de la livraison directement. D'accord ? Alors, on va essayer de comprendre un peu, donc assez rapidement, ce que la RI sociale, donc si je veux faire, si vous voulez, une recherche d'information personnalisée, ce que la RI sociale nécessite. Comme on l'a vu déjà dans l'application d'itinéraire, hein, qui n'est pas personnalisée, mais déjà dans ce cas-là, elle nécessite de définir la pertinence du contenu dans un environnement social, dans ce cas, d'accord ? Voilà, ici, par exemple, on ne va pas dire à quelqu'un d'aller offrir des cadeaux à des gens qui ne connaissent pas. Et développement d'algorithmes de RI sociale efficaces. Donc, je vais vous donner juste comme ça quelques images pour pouvoir développer, définir cette notion de pertinence sociale, si vous voulez. Il faut pouvoir comprendre les utilisateurs. Hein. Donc, que signifie comprendre les utilisateurs? Ça signifie des choses comme ça. Hein. Donc, ça, c'est une analyse par un ami à moi qui a monté une boîte qui s'appelle Social Flow. Il est à New York, qui fait des analyses sur Twitter. Par exemple, il a fait des analyses sur les tweets d'Al Jazeera en janvier de l'année dernière, pendant le printemps arabe,
et sur les tweets de Fox News pendant la même période. D'accord? Quels sont les mots les plus fréquents? Et évidemment, donc là, c'est très centré autour de ce qui se passait sur Tahrir Square en Égypte. Alors que là, ça reste toujours Fox News qui parle voilà, de ce que Fox News a tendance à dire. Donc, pendant cette période-là où il se passait un certain nombre de choses, les gens sur Twitter parlaient de ces choses-là ou pas. Selon, il y a un certain intérêt d'utilisateur et une étude, si vous voulez, des populations qui, très vite, peut nous montrer sur un mois de tweets, si vous voulez, à quoi s'intéressent les utilisateurs. Voici autre chose, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Si vous voulez, SocialFlow, vous pouvez aller sur leur site, hein, c'est socialflow.com ou quelque chose. Et puis il tient un blog et il est très actif. Alors ça, par exemple, ça vous montre les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs sur Twitter qui suivent Justin Bieber, qui est un jeune homme de, je ne sais pas, 18 ans. Maintenant, il a 18 ans. Oui, ben justement, c'était annoncé quelque part qu'il est légal. Et sur, si vous voulez, les tweets du New York Times, ça, ce sont les followers, c'est-à-dire que les gens qui suivent les tweets du New York Times, des tweets de The Economist, et puis un tweet complètement, si vous voulez, aléatoire, disons, pour cette discussion. Et juste en montrant ce genre de choses, en faisant ce genre d'études, qu'est-ce qu'on arrive à voir? Par exemple, on voit qu'il y a 46 295 personnes qui suivent les tweets du New York Times et ceux de Justin Bieber. Mais qui peut suivre les tweets du New York Times et d'un jeune homme de 18 ans qui chante des chansons de 18 ans? Donc c'est très important, enfin il y a quand même 46 295 personnes. Hein. D'accord? Si on ne fait pas ce genre d'analyse, c'est très difficile de le savoir. Si on fait des suppositions de pertinence, si vous voulez, c'est un peu difficile de savoir. Ah, et pour juste mettre ça en contexte, en septembre 2010, Justin Bieber représentait 3% du trafic sur Twitter, d'après un collègue à moi chez Twitter. Alors il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, de pouvoir, si vous voulez, comprendre davantage les populations, d'accord, ou les utilisateurs. Par exemple, ça c'est IMDb, ça vous montre, donc ça c'est un film, oui, c'est le film sur Facebook. Et alors que, si vous voulez, traditionnellement, historiquement, vous recevez comme ça, en général, juste ce film a été aimé ou pas par tout le monde, ou pas. Là, de plus en plus, on commence à avoir des décompositions de ce genre. D'accord? Le long d'informations un peu plus... voilà, donc par exemple, les gens syriens, après, bon, c'est plus ou moins propre comme données, mais les gens qui ont plus de 45 ans ont... la moyenne de leur note est de 7,7. D'accord? Bon, là, on ne voit pas grand-chose, mais... Pardon, ah oui. Et en fait, nous, on a travaillé un peu sur d'autres aspects qui sont un peu plus... parce que là, en fait, c'est des dimensions qui sont précalculées, si vous voulez. On a travaillé sur des aspects qui déterminent les dimensions en fonction de ce qu'on est en train de regarder. D'accord? Donc, c'est un travail, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, qui caractérise ou qui fait une fouille des données, qui caractérise des populations en fonction, là c'est un film, bien sûr un autre film ce serait potentiellement complètement différent. Une question. Oui. Pour pouvoir recenser en fonction de ces critères d'âge, de personnalité, etc. Est-ce que ça veut dire que celui qui clique pour dire qu'il a aimé a en même temps rempli un questionnaire sur ce qu'il est? Ou est-ce que ça veut dire qu'on sait ce qu'il est par un autre moyen? Voilà. Alors, ça oui. Alors là, on le sait parce que c'est des données qui sont des données académiques. Hein. Donc c'est des données de l'Université de Minnesota, c'est MovieLens. Et donc c'est des données qui sont plus dans le milieu académique et c'est des données propres qui sont utilisées pour faire de la recherche. Là, on le sait, enfin on le sait, on le saurait, ils ne le font pas. Donc ça c'est sur un article de journal.
parce que de plus en plus, on a le droit de poster un commentaire sur un article de journal que si on se logue avec son login de Facebook. Il y a tout dedans. Et il y a tout dedans. C'est horrible, hein? Oui, oui, mais ça nous ouvre les... Alors, je vais finir avec quelque chose ici, qui est plus aussi, si vous voulez, dans une perspective de recherche. Donc, dans l'évaluation des applications sociales, je vous ai dit, dans l'évaluation des applications sociales, on cherche à évaluer le clic, d'accord? On cherche à évaluer si l'utilisateur va cliquer ou pas. Donc c'est cette action qui est l'action principale. Et en fait, c'est parce que l'écosystème aujourd'hui, en grande majorité, a la chose suivante. Il y a un publicitaire, d'accord, qui voilà, vendre quelque chose, et des utilisateurs, ou un pauvre utilisateur, qui le sait ou pas. Et puis, il y a un éditeur, hein, publisher, un éditeur. Et en fait, l'éditeur se fait payer par clic ou par 1000, ce qu'on appelle une impression, c'est-à-dire que ça apparaît, hein, qu'on n'a pas besoin de cliquer, le fait que ça apparaisse, un peu comme la télé, le fait que ça apparaisse. D'accord. Les autres, on s'en fout un peu. D'accord. Donc, on a ancré dans la tête le fait qu'on évalue les clics. D'accord. Alors que sur le web social, il se passe plein de choses. Par exemple, je vais aller comme ça très vite et je reviens. Ça, c'est, si vous voulez, un résumé. Donc ça, c'est Google Analytics, hein, sur Al Jazeera, quand j'ai travaillé là-bas. C'est un résumé de ce qui se passe sur le site d'Al Jazeera pendant un mois. D'accord? Donc il y a des pics de visites, etc. Parce qu'il s'est passé quelque chose, c'était l'année dernière, il se passait plein de choses. Donc il y avait un pic à ce moment-là. Donc on nous donne plein d'infos, combien il y a eu de visites sur le site, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les usagers passent en moyenne 8 minutes sur le site d'Al Jazeera. 8 minutes, c'est énorme. D'accord? Et ils ont ce qu'on appelle un bounce rate de 50%. C'est-à-dire que un bounce rate, c'est quand on arrive sur la page et qu'on n'y reste pas. D'accord? Est-ce qu'on ne reste pas? 50%, c'est un très bon bounce rate. C'est-à-dire que la moitié des usagers vont au-delà de la première page. D'accord? Malgré cela, quand on compare, donc ça c'est de Social Flow, quand on compare le nombre de clics, si vous voulez, sur Al Jazeera, c'est beaucoup plus bas que le nombre de clics sur, par exemple, The Economist. D'accord? Le nombre de clics sur les articles. Le nombre de fois que les gens cliquent dessus. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur le site et ils font autre chose. D'accord? Ils ne sont pas forcément en train de cliquer. Alors une chose qu'ils font, clairement, c'est, ailleurs peut-être, c'est qu'ils font des retweets. C'est qu'ils répondent à des retweets de Al Jazeera, qui est beaucoup plus élevé que, par exemple, les retweets d'Economist. On s'en fout que ce soit Al Jazeera ou Economist, mais ce qu'on veut, c'est de dire qu'il ne s'agit pas simplement de mesurer, si vous voulez, l'engagement des utilisateurs avec des clics. Qu'il se passe beaucoup d'autres choses. On peut, par exemple, être là et partager des choses entre les uns avec les autres. Et là-dessus, pour l'instant, il n'y a presque rien. Hein. Donc ça, pour donner un exemple, hein, d'un article sur Al Jazeera, avec le nombre de commentaires qu'il a reçus. Alors j'ai fait plusieurs, si vous voulez, choix aléatoires, et puis j'ai fini par prendre celui-là. D'accord? Et ils ressemblent tous à ça. Donc en fait, ces utilisateurs, ils ont peut-être cliqué une fois sur cet article, et puis ils se sont mis éventuellement à écrire des commentaires. Donc, les gens passent énormément de temps et ils perdent beaucoup de temps sur ces sites. D'accord? À se parler les uns les autres, enfin, pour une raison ou une autre. Donc ça, c'était pour la question de mieux comprendre, si vous voulez, les utilisateurs, mieux les modéliser, et pas seulement évaluer par rapport aux clics. C'est-à-dire que dans les questionnaires, éventuellement, si on le fait par des questionnaires, dans les questionnaires, il ne suffit pas simplement de leur dire « Est-ce que vous irez à Paris et vous visiterez ces sites-là » On pourrait leur poser la question de dire « Est-ce que vous recommanderez ces sites-là à vos amis ?» Est-ce que vous écrirez une revue pour une revue pour ce site? D'accord? Donc l'idée de, si vous voulez, affiner l'évaluation
Voilà. Bon, j'ai terminé, je vais simplement, voilà, je vais conclure. Le web social engendre de nouvelles opportunités dans le développement d'applications et en contenu. Donc ces applications nécessitent un certain nombre de tâches, en particulier de prendre en compte de nouvelles mesures d'engagement des utilisateurs en ligne pour mieux définir les objectifs de ce qu'on peut appeler la RI sociale. Et je vais arrêter là. Si vous avez des questions, je continuerai. Bravo, bravo. Je ne sais pas vous, mais alors moi je suis complice. Hein, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. On a envie de parler de tout, de développer. Juste, j'ajouterais pour le rendu de consultation, il y a des trucs gratuits. Je me souviens avoir organisé un salon d'étudiants. Et pour en faire la publicité, on avait créé une page Facebook. Et la page Facebook avait cet avantage, effectivement, de nous donner ensuite une évaluation gratuitement. On cliquait sur combien de visiteurs, combien de ci, combien là, et on savait la croissance des visiteurs, combien de j'aime, etc. Donc ça veut dire que ce genre de dispositif est gratuit et sur le net et on peut chacun l'utiliser. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus sérieux que ma présentation avec mes questions que deviennent mes coups de gueule sur un restaurant, hein, mais c'est bien sûr, il faut aussi essayer de vulgariser puis de mesurer. Mais je trouve que la conférence a cet intérêt d'être très accessible et très compréhensible, alors qu'on mesure derrière la scientifique, la technicité. Merci beaucoup, ça vraiment je tenais à vous le dire, et merci d'avoir pu rendre accessible à un public non scientifique, ou pas essayer voilà, de vos recherches. J'avais encore une autre question avant de vous laisser la parole. Donc ces travaux qui permettent donc de suivre, enfin d'exploiter, on va dire, des commentaires, des photos, des données personnelles, les exploiteurs tirent parti pour ensuite en faire commerce finalement, puisqu'on en fait commerce, puisqu'on a bien compris que même si ce n'est pas vendu, les clics qui vont être sur notre itinéraire eh bien, vont rapporter de l'argent. Est-ce que ça se vend ensuite entre les concurrents? Est-ce que ces résultats se vendent? Est-ce que ça se monnaie, comme on dit qu'on monnaie un fichier clientèle par exemple? Si ça se fait, ça doit se faire sous la table. Simplement parce que, en fait, c'est comme ça que ces différents concurrents font leur chiffre d'affaires, c'est en montrant qu'ils sont différents dans leurs applications et que la valeur ajoutée est différente de concurrents d'un côté. Cela étant dit, Yahoo, depuis quelque temps, réduit son effectif, ferme certaines de ses sites, disons, de ses services, de ses applications, pour se rendre attractive, à ses compétiteurs. D'accord ? C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de garder des services qui ont ce qu'on appelle un click-through rate, c'est-à-dire un taux de clic très élevé. Et les autres, bon, d'abord parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils ne peuvent plus les maintenir, mais aussi en fait c'est ce qui fait que Yahoo est en train de redevenir de plus en plus intéressante pour ses concurrents. Ils ont aussi vendu une partie de Yahoo qui fonctionnait très bien. D'accord ? Ils ont vendu leur site de rencontres en ligne qui s'appelle Yahoo Personals, qui était un des rares sites qui faisait de l'argent avec autre chose que de la publicité. Donc, comme un service de rencontre, comme ça ils l'ont vendu récemment. Donc, enfin oui et non. Voilà. Vous avez des questions? Il faut parler un peu fort parce qu'on est en panne de micro. À force de toujours évaluer le comportement des utilisateurs du web social, est-ce que dans 20 ou 30 ans, on n'aura pas la situation que ce comportement est plus spontané, étant donné qu'aujourd'hui, déjà sur Amazon, on nous recommande des choses. Donc, même les itinéraires que vous nous avez montrés, c'est des choses qui ont été déjà préparées. Donc, tout est déjà pré-mâché. Est-ce que ce comportement, finalement, ne sera pas dénaturé dans quelques années? Oui. Alors, récemment, il y a eu un TED Talk
un exposé de la part de quelqu'un, de personne technique, hein, qui a parlé de problème, ce qu'ils appellent le problème des silos, c'est-à-dire que le fait qu'on dirige les gens vers une certaine information va simplement restreindre leur vision. Et moi, je peux répondre déjà de manière technique, si vous voulez. J'ai travaillé sur des algorithmes dans lesquels il y a un effet de surprise, dans lequel on cherche à définir de manière un peu formelle en anglais ce qu'on appelle serendipity, donc l'effet de surprise. Hein. Donc on va montrer certaines choses, et puis de temps en temps on va montrer quelque chose qui est complètement différente. C'est des algorithmes qui sont difficiles. Ils sont d'abord difficiles techniquement, mais bon, faisables dans une certaine mesure, mais ils sont difficiles à évaluer. D'accord ? Parce que tout simplement, quelle question poser à un utilisateur, enfin à quelqu'un qui va évaluer votre système? Vous allez lui dire, trouvez-vous que ce que je vous montre est surprenant? Trouvez-vous qu'il ouvre vos perspectives? Donc, je n'ai pas vraiment de bonne réponse à ça. Oui, je suis d'accord, effectivement. À force de personnaliser, à force de dire que, par exemple, vous aimez les films de Woody Allen, donc on va vous recommander des films de Woody Allen, et peut-être de David Lynch si on prend un tout petit risque. Et voilà. Donc, effectivement, c'est un grand problème. Mais après, vous avez, si vous voulez, un peu l'école des gens, enfin du moins dans mon milieu, qui disent non, la familiarité c'est très bien. Hein, les gens se sentent plus en confiance, les utilisateurs sont plus en confiance quand c'est quelque chose à laquelle ils s'attendent. Donc il y a un grand débat. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, mais oui, je suis d'accord que effectivement montrer. Alors par contre, si vous voulez utiliser par exemple, dans l'application que j'ai décrite, donc utiliser, si vous voulez, toute la technologie jusqu'au moment où on produit des itinéraires, et puis ensuite se poser la question de l'utilité, de la fonction d'utilité, c'est quelque chose qui reste, si vous voulez, dans l'approche scientifique des choses, quoi. Donc après, vous pouvez effectivement vous poser la question d'utilité des classements d'itinéraires, voilà, les plus différents, disons. Voilà. Moi, j'ajouterais que c'est un peu philosophique comme question, que c'est plutôt la technique qui suit l'imagination de l'homme. J'ai 2 enfants, ils sont, mais alors, des virtuoses de l'utilisation, et je dirais qu'ils grandissent avec ce qu'on leur offre, et ils développent toujours encore plus de compétences, de curiosité et d'imaginaire. Donc moi je pense que c'est plutôt à la technique de suivre ce que l'humain, lui, va mettre en place pour s'adapter à tout ça et à ces outils. Moi j'ai assez confiance dans la nature humaine et dans le génie de l'homme. Et je pense que la machine, là, elle va suivre plutôt, et bon, bien sûr, on va devenir peut-être de plus en plus robotisé parce que, ben voilà, on acquiert des nouvelles compétences, mais je fais confiance au cerveau, à l'âme, et voilà. C'est un autre débat, mais... Oui, et puis il me semble, en fait, juste pour ajouter quelque chose de très bref, enfin, le monde, quand même pas, il n'y a pas des méchants qui sont là en train de dire, voilà, je vais faire en sorte que... Oui, il y a des méchants, bien sûr, mais il y a des opportunités. C'est-à-dire que si l'opportunité de montrer quelque chose de différent surgit, comme une opportunité qui peut être monétisée par ces boîtes, elles le feront. Oui, monsieur. Une petite question. Je remarquais de plus en plus sur les sites de Google, etc., ils mettent en place tout un système de traduction, parce que c'est vrai que le gros problème, avant, bon, on tapait des français, on interrogeait en français, etc. J'ai l'impression que peut-être il va y avoir des gros développements sur les traductions automatiques par rapport au mot-clé. Et pour filtrer ça aussi, oui. Je pense que c'est une technique. Oui, il y a déjà Google. Translate, etc. Voilà, effectivement, donc avec Translate qui vous encourage aussi à corriger. Donc, en fait, ouvre les perspectives de recherche de mots-clés, oui. dans des sites anglais, anglophones, etc. Oui, alors il y a un site que j'aime beaucoup, dont le nom m'échappe, News Explorer, qui s'appelle News Explorer, qui est développé par un institut de recherche en Italie,
et qui vous permet, enfin, qui agrège, si vous voulez, plusieurs journaux en ligne, mais qui a aussi de la traduction automatique. Donc, par exemple, vous allez voir des phrases qui vont être traduites, et puis vous cliquez sur la phrase et ça vous montre des journaux dans la langue qui vont parler de ce que, la phrase contient. C'est une traduction beaucoup plus intelligente parce que ça permet de situer dans le contexte réellement. Voilà, donc, et puis comme ça, on voit que le mot a ce sens dans ce contexte. Voilà. Et puis, par exemple, moi, je lis les informations générales dans 3 langues et je passe mon temps à passer à la main moi-même d'un site à l'autre. Voilà. Alors qu'effectivement, oui, donc la traduction. Alors après, l'aspect, si vous voulez, web social en traduction, c'est effectivement l'aspect crowdsourcing, là, donc celui où on demande à l'utilisateur de contribuer à corriger, si vous voulez, des traductions qui ont été faites automatiquement, potentiellement. Monsieur, allez-y. Pardon, excusez-moi, non, effectivement, ça ouvre un débat très intéressant sur le web social et à toutes les questions de philosophie, de conceptualisation, etc., que vous avez effleuré et qui peut être très intéressante, c'est-à-dire l'apport de la technologie dans la conceptualisation, parce que fondamentalement, ce qu'on appelle la technologie, c'est qu'on abat très vite et qu'on manipule beaucoup de données et qu'elles sont partagées par le plus de monde parce que la technologie le permet. Ce qui paraît très simple à résumer, révolutionne nos comportements. Et donc la conceptualisation de ça est importante. Je ne l'ai pas abordé ce soir, mais ça peut être important. Par contre, je m'exprime deux, disons, petites surprises, d'après ce que j'ai vu, c'est intéressant. Vous avez commencé par donner quelques grands acteurs du web social, puisque vous êtes dans le web social, et j'étais surpris de trouver des Apple, Amazon, Google, Facebook et Twitter, si j'ai bien retenu. Je ne sais même pas si vous avez nommé Twitter au départ, parce qu'il y a fondamentalement Facebook et Twitter, ce sont des sociétés qui ont été créées et qui sont fondées sur le web social, tandis que Apple, Amazon, et vous l'avez un peu cité en disant, ne sont pas du tout fondées sur le web social, et le web social pourrait disparaître. C'est juste une bulle d'esprit pour illustrer mon propos. Ça ne changerait rien du tout à Apple, à Amazon, parce que Amazon, c'est le commerce en ligne, c'est le premier commerce en ligne, et il a trouvé les livres parce que c'était la meilleure chose à faire au départ. C'était génial. Et Apple, c'est les ordinateurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la première fois que vous l'avez présenté, vous avez dit les iPhones. Il est arrivé, il y a tellement de succès avec l'iPhone qu'on dit iPhone, les téléphones et les tablettes. Or, en fait, Apple, c'est les ordinateurs. Bon. Et puis, Google, c'est un moteur de recherche. Là, on commence à être déjà dans un web. Peut-être pas social complètement, mais web. Donc, je ne pense pas qu'on puisse mélanger. Si le web social disparaît, les deux premiers restent, les autres non. Ils disparaissent. Donc, c'est un peu surpris. La chose, par contre, vous avez développé une application, laquelle vous avez fait, très longuement, et je suis un petit peu surpris, mais c'est juste comme ça, parce que je ne vais pas plonger dedans, j'écoute, c'est que effectivement, il me semble que du point de vue purement technique et scientifique, ce sont des problèmes extrêmement ardus. Ce n'est pas de la recherche opérationnelle vraiment, qui sont déjà des problèmes très très ardus. Trouver la meilleure façon, problème classique de recherche opérationnelle, de faire des livraisons, est un problème extrêmement ardu du point de vue scientifique. Bon, là, à partir de données trouvées, bon, on n'est pas dans la même problématique, mais on est obligé un peu de regarder comme ça. Sachant que, contrairement à la recherche opérationnelle, où il y a des lieux, des camions, etc., vous êtes dans un domaine, appelons-le flou, la stable, parce que, donc, je suis surpris parce que la fiabilité des informations, d'ailleurs ça a transparu dans tout ce que vous avez dit, elle n'est quand même pas extraordinaire. Donc, tout cet effort par rapport à la valeur ajoutée qui consiste à dire je vais trouver des itinéraires pour les vendre, comparer, d'ailleurs il y a eu plusieurs questions qui disaient mais il y a les guides, il y a les guides, la valeur ajoutée que vous allez apporter par rapport aux guides, parce que ce sont des personnes qui ont fait, je pense qu'elle est minime, avec une valeur ajoutée minime, une fiabilité encore faible, trop d'incertitudes. Pourquoi tout ça? Pour une recherche, alors
sauf si, effectivement, ça aide la recherche et ça peut servir dans d'autres domaines. Ça Ça, sert c'est pas la de la justification. publicité. Oui, mais la publicité, On on peut le faire pour venir des choses un peu plus On faciles à fait venir faire. des gens sur un site pour vendre de la publicité. Tant Oui, que mais on peut- le marginal reste. Oui, mais on peut vendre de la publicité en faisant des choses un peu plus simples que d'aller scrutiner des algorithmes comme ça. Oui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir dans la recherche. Bon, moi Cet j'ai argent-là travaillé est 6 ans chez défiscalisé. Yahoo et j'ai jamais vendu de publicité, je suis fière de le dire. Alors, Allez-y, répondez. je vais répondre. C'est à vous de répondre. Bon, maintenant que je me suis concentrée sur la deuxième partie, j'ai oublié la première partie. Donc, Non, non, c'était les sociétés. Ah oui, d'accord, bah, c'est pour ça que je n'ai pas défini le web social. Parce que d'abord, vous et moi ne sommes pas d'accord. Oui, il y a un effet de mode, il y a toutes sortes d'autres choses qui font que certains se disent du web social, d'accord? Et que dès qu'il y a des utilisateurs, alors certains disent nous on fait du web social depuis très longtemps, d'accord? Amazon le dit. Amazon dit voilà, nous on le fait depuis longtemps. Alors après, voilà, je n'ai pas d'autre réponse que celle de dire ça permet, si vous voulez, bien sûr c'est subjectif, je vous ai montré Amazon et Apple. Ça permet de mettre les choses en perspective, ou mettre, si vous voulez, les boîtes qui sont, comme Facebook, qui se sont créées comme des... Enfin, qui ont créé le web social d'une certaine manière, qui ont contribué à la création du web social. Mais Facebook tout seul n'a pas beaucoup de valeur. Facebook est en train de s'allier, si vous voulez, voilà, par exemple Spotify, qui est plus pour la musique, à Netflix, voilà, pour apporter du contenu. Alors, le contenu est une forme de valeur sur le site social. Donc la réponse est que, oui, enfin, Facebook, c'est le web social par excellence, mais Facebook tout seul. Donc pour la deuxième partie, ben, écoutez, oui, ça va peut-être vous sembler surprenant, mais je suis d'accord avec vous, oui. Donc dans le sens où je suis d'accord que c'est énormément d'efforts pour, si vous voulez, implémenter des heuristiques, des algorithmes heuristiques, c'est-à-dire des choix un peu arbitraires sur comment traverser un graphe pour extraire des itinéraires dont la valeur est discutable. Alors, par contre, dans certains des travaux que j'ai faits, si vous voulez, l'aspect avancer la recherche, donc on a pris des problèmes très difficiles qui sont connus comme des problèmes difficiles et on a pu les réduire à des problèmes pour lesquels on peut garantir certaines approximations. D'accord. Donc, du point de vue purement, si vous voulez, scientifique, il est intéressant de dire que traverser un graphe, oui, c'est quelque chose que à peu près toutes les disciplines font, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est impossible à faire de manière optimale, mais traverser un graphe en donnant certaines garanties d'approximation par rapport à la solution optimale, quand il s'agit de graphes qui sont déduits de comportements d'utilisateurs, est quelque chose qui a beaucoup de valeur scientifiquement. Après, est-ce que les itinéraires qui sont extraits ont une valeur, une utilité par rapport aux utilisateurs? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de développer une méthodologie ou une méthode d'évaluation qui est scientifique. C'est-à-dire que toutes ces boîtes, comment elles font? Elles utilisent Amazon Mechanical Turk, Facebook et Google sont les plus grands utilisateurs d'Amazon Mechanical Turk pour faire des évaluations. On ne veut pas que si vous voulez, que l'évaluation de ce type d'application soit possédée ou confinée à l'intérieur des murs de Facebook et Google. Moi, je suis partie de chez Yahoo parce que je veux faire de la recherche académique qui fait avancer les procédures d'évaluation d'applications qui développent de l'utilité, enfin une certaine utilité pour les utilisateurs et de le faire à grande échelle. Donc,
oui, et puis effectivement, le web social étant, enfin, ou si vous voulez, les travaux scientifiques autour du web social sont tellement récents, tellement jeunes, qu'il y a beaucoup de bidouillage, Oui. d'accord. Il y a beaucoup de conférences qui, voilà, je ne veux pas y aller. Mais il y a quelques travaux, et c'est beaucoup d'efforts. Moi, pendant 2 ans, chez Yahoo, je n'ai pas pu publier là-dessus. Parce que je me prenais la tête en me disant, mais qu'est-ce qui est publiable? Qu'est-ce qui a de la valeur scientifique? Donc ce que j'ai publié, c'est des choses que j'avais d'avant. Mais je pense que c'est en train de mûrir. C'est très difficile, c'est plus facile d'aller travailler sur des problématiques sur lesquelles tout le monde est d'accord et de dire, ok, nous, dans la communauté de recherche, nous sommes tous d'accord que ce problème est important, travaillons dessus. Mais ce qui est dur, c'est d'aller formaliser, si vous voulez, des problématiques qui peuvent apparaître complètement heuristiques ou ad hoc pour commencer. Donc, Non, non, tout à fait d'accord. Monsieur, je vous en prie. Merci, bonsoir. Votre exposé était très rafraîchissant. Moi, je suis très partagé. Je suis à la fois utilisateur, passionné par ces technologies d'information et de communication, et puis en même temps, je suis avocat. Et l'avocat, chaque fois qu'il l'utilise, il raisonne en protection de la vie privée. Et je crois que... Pardon, vous vous interrompez, c'est comme mon père. Il a dit, moi j'en sors, je ne veux pas être là, je ne veux pas être là, c'était pour te trouver. Et je crois que le père a raison. Dans l'Union européenne, on considère que la protection de la vie privée est un droit fondamental. C'est un droit de l'homme. Et on considère également que la protection des données fait partie de cette protection de la vie privée et donc est un droit de l'homme. Et je vais vous donner un exemple qui met en perspective un peu ce que j'appellerais une approche symptomatique, c'est qu'au début de 2012, la Commission européenne, sous l'impulsion de Mme Reding, a mis en chantier toute une réforme des données, toute une réforme donc avec deux projets de directive. Et j'ai rencontré un fonctionnaire à Bruxelles qui m'a dit en 30 ans de carrière, gros fonctionnaire des institutions européennes, en 30 ans de carrière à Bruxelles, il n'avait jamais assisté à un lobbying qui est au demeurant légal à Bruxelles, le lobbying est institutionnalisé à Bruxelles, mais jamais un lobbying aussi fort de certains promoteurs du web social que vous avez indiqué. Et donc, le fait même que pour une réforme qu'on présente comme une réforme qui sera de nature à mieux protéger la vie privée et aussi à permettre l'activité économique, à trouver un équilibre entre la protection des données et l'activité économique, le fait même qu'on ait le plus gros forcing de lobbying jamais réalisé à Bruxelles montre que derrière l'enthousiasme du web social, il y a des enjeux bien évidemment économiques, mais il y a des enjeux en matière de protection de la vie privée. Alors, puisque nous sommes un institut français, moi j'ai regardé cet après-midi parce que je suis en train d'écrire un papier là-dessus, je vous transmettrai, et je regardais cet après-midi les travaux du Sénat français et de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas simplement cette question de droit à l'oubli que Madame avait évoquée dans son introduction. Le Sénat et le Parlement français, et c'est vrai pour beaucoup d'assemblées parlementaires en Europe, beaucoup d'associations de protection des consommateurs, etc. Il y a d'autres questions que l'oubli. Il y a la question du contrôle des données, de la conservation des données, de l'utilisation des données, de l'extériorisation des données vers des pays tiers à l'Union. Il y a toute une série de difficultés qu'il faudra mettre en balance. Donc le web social, ce n'est pas seulement un enjeu économique, c'est un enjeu en matière de protection du privé. Alors moi, ma question, est-ce que, quand vous travaillez, par la même réflexe que moi, qui est un réflexe de déformation professionnelle, est-ce que vous réfléchissez à la protection? Depuis que j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai réfléchi. Et encore une fois, si vous voulez, du point de vue scientifique, voilà, c'est comme maintenant, je peux vous dire que je commence à avoir des idées un peu plus fondées, si vous voulez, par rapport à comment faire. D'accord ? Alors, un projet que je suis en train de monter avec Technicolor à Paris, c'est si vous voulez, de regarder quel est le minimum d'informations, de recommander le minimum d'informations que vous pourriez fournir, que vous avez à fournir, si vous voulez obtenir un certain service. D'accord ? Donc de manière, si vous voulez, consciente. D'accord ?
bien sûr, après, on ne sait pas à quel niveau se placer. Hein. Et puis, on ne veut pas se placer au niveau de l'utilisateur, au niveau... Nous, on essaie de se placer au niveau d'une boîte, d'accord, qui va raisonner sur, si vous voulez tant de valeur, rien sans rien, si vous voulez tant de valeur, quel est le minimum d'informations que vous devriez voilà, céder. Et seriez-vous prêt à céder ce minimum d'informations. Donc ça, c'était une chose. Et j'avais autre chose que j'ai totalement oublié. Excusez-moi. On va peut-être s'arrêter là parce qu'on vous offre un verre, vous savez, on vous offre un verre, donc c'est l'occasion de discuter avec notre conférencière. Donc on peut encore applaudir.